Ses yeux bleus l'ont rendu célèbre. Ses films ont fait de lui une légende. Mais chez lui, Paul Newman était un tout autre homme. Aujourd'hui, sa fille révèle la vérité sur ce qui s'est réellement passé à huis clos. L'alcoolisme qui a failli détruire leur famille, la culpabilité qui l'a rongé après l'overdose de son fils et la confession bouleversante qu'il a faite sur son lit de mort. Ce récit va changer votre vision des choses. Paul Newman est né le 26 janvier 1925 à Cleveland Heights, dans l'Ohio. Sa famille était issue d'un mélange de cultures et de traditions. Son père, Arthur Newman, était juif, fils d'immigrants hongrois et polonais. Sa mère, Teresa, était d'origine slovaque. Ses parents possédaient un magasin d'articles de sport prospère à Shaker Heights, une banlieue huppée de Cleveland. La famille était à l'aise financièrement et Paul a connu une enfance confortable. Malgré cela, il a été victime de discrimination. Shaker Heights était majoritairement chrétienne et l'antisémitisme y était courant. Au lycée, Paul était un athlète et un bon élève, mais il s'est vu refuser l'adhésion à une fraternité en raison des origines juives de son père. Ce fut un moment qui le marqua profondément et qui influença sans doute ses conceptions ultérieures de l'égalité et de la justice. Parallèlement, son enfance fut empreinte de créativité. À seulement 7 ans, il joua dans une pièce de théâtre scolaire, Robin des Bois. Ce petit rôle a été une révélation. Plus tard, il a intégré la troupe de théâtre pour enfants du Cleveland Playhouse, où il a joué dans des pièces comme Saint-Georges et Le Dragon. Il n'envisageait pas encore une carrière d'acteur, mais c'était une activité qu'il appréciait. En 1943, après avoir obtenu son diplôme de Shaker Heights High School, il s'inscrit à Kenyon College avec l'intention d'étudier l'économie. Mais ses études sont interrompues par la Seconde Guerre mondiale. La même année, juste avant son 18e anniversaire, il s'engage dans la marine américaine, espérant devenir pilote. Durant sa formation, les médecins découvrirent qu'il était daltonien. Incapable de piloter, il fut réaffecté comme opérateur radio et mitrailleur arrière sur bombardiers-torpilleurs. En 1945, il était stationné à Hawaï en préparation de missions de combat. Son unité fut affectée à l'USS Bunker Hill, un porte-avions engagé dans la bataille d'Okinawa. Mais juste avant le déploiement, son pilote contracta une otite. Ce petit problème de santé cloua l'équipage au sol. Quelques jours plus tard, le Bunker Hill fut attaqué par des pilotes kamikazes. Des centaines de marins périrent. Dont plusieurs membres de l'unité de Paul. Sans cette otite, il aurait probablement figuré parmi eux. Il a achevé son service et a reçu des décorations, dont la médaille de la campagne américaine et la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, il a quitté la marine avec une perspective nouvelle. Cette expérience de mort imminente lui a permis de voir la vie différemment. On lui avait offert une seconde chance et il n'allait pas la gâcher. Après la guerre, il retourna à Kenyon College. Son intérêt pour l'économie s'estompa. À Kenyon, il a rejoint la troupe de théâtre et a joué dans des pièces comme The Front Page, Charlie's Aunt et La Mégère apprivoisée. Son rôle dans Charlie's Aunt a particulièrement marqué les esprits. Il y incarnait un homme déguisé en femme, apportant une bouffée d'air frais bienvenue sur le campus après un incendie dévastateur. Il a également écrit et mis en scène une comédie musicale étudiante satirique qui se moquait de la vie sur le campus, révélant un humour incisif et un talent inné pour la narration. Malgré ses difficultés scolaires, le théâtre lui a donné un but. Rétrospectivement, son expulsion de l'Université de l'Ohio n'était pas une fatalité. Cela l'a poussé à viser plus haut. Après avoir obtenu son diplôme en 1949, la vie de Newman a pris un nouveau tournant. En 1950, son père est décédé, le laissant à la tête de l'entreprise familiale, le magasin d'articles de sport Newman Stern à Cleveland. Le magasin existait depuis 1915
et était l'un des plus grands de la ville. Mais Newman n'y prenait aucun plaisir. Il y passa 18 mois à la tête, se sentant prisonnier d'une vie qu'il ne désirait pas. Plus tard, il admit qu'il fuyait ce monde au lieu de l'embrasser. En 1951, il prit une décision audacieuse. Il quitta Cleveland et s'inscrivit à l'école d'art dramatique de Yale. Au départ, il envisageait d'étudier la mise en scène car il ne se croyait toujours pas capable d'être acteur. Après une année à Yale, il franchit une nouvelle étape et s'installe à New York pour se former auprès de Lee Strasberg au célèbre Actors Studio. Il y apprend les techniques de l'Actors Studio qui marqueront profondément son jeu d'acteur pour le reste de sa carrière. Sa première grande opportunité se présente en 1953 lorsqu'il décroche un rôle dans Picnic, une pièce de Broadway écrite par William Ing. Il convoitait le rôle principal de Hal Carter, mais le réalisateur Joshua Logan estima qu'il ne convenait pas. Newman obtint donc le rôle d'Alan Seymour, un personnage secondaire. Ce n'était pas le rôle qu'il espérait, mais Picnic connut un immense succès, restant à l'affiche pendant 4 semaines grâce à une intensité contenue, révélant une souffrance sous une apparence impassible. Le public a été touché par sa performance, et la critique a salué sa capacité à donner de la profondeur au rôle. Il a obtenu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur, prouvant une fois de plus qu'il était bien plus qu'un beau visage. Le film a connu un immense succès, récoltant 6 nominations aux Oscars. Bien qu'il n'ait remporté aucun prix, ce film a consolidé le statut de Newman comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Le choix de tourner en couleur a également eu un effet inattendu. Il a mis en valeur ses magnifiques yeux bleus qui sont devenus l'un de ses traits les plus commentés. À partir de ce moment, son look devint aussi légendaire que son jeu d'acteur. Au début des années 1960, Newman était au sommet de sa gloire. En 1961, il incarna Eddie Felson, un petit arnaqueur de billard ambitieux, dans le film L'Arnaqueur. Le film était stylé, intense et riche en dilemmes moraux. Newman a insufflé au personnage arrogance et vulnérabilité, créant ainsi l'un des anti-héros les plus mémorables du cinéma. Le film a reçu 9 nominations aux Oscars, dont une pour Newman. Puis Van Hood en 1963. Dans ce western dramatique, Newman incarnait Hud Bannon, un éleveur égoïste en conflit avec son père. Contrairement aux héros traditionnels du western, Hud était imprudent et moralement discutable, ce qui en faisait un personnage inédit pour Hollywood. Le film remporta 3 Oscars et valut à Newman une nouvelle nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. En 1967, il livra une autre performance inoubliable dans Luke la main froide. Il y incarnait Luke Jackson, un prisonnier rebelle qui refusait de se soumettre au système. Son esprit de défi a fait de lui un symbole de résistance, et son interprétation a fait du film un jalon culturel. Une réplique du film est devenue légendaire. Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à un échec de communication. Cette citation, prononcée par le personnage de Strother Martin, est restée à jamais associée à Newman. Il reçut une nouvelle nomination aux Oscars, renforçant encore sa légende. Malgré tout, ses yeux bleus continuèrent de faire parler d'eux. Ils devinrent aussi célèbres que ses films, même si Newman ne laissa jamais son physique le définir. Il plaisantait souvent en disant que sa pierre tombale devrait porter l'inscription « Sigit Paul Newman », mort en raté parce que ses yeux sont devenus bruns. Mais à cette époque, il avait déjà bâti une carrière qui dépassait largement son apparence. Paul Newman rencontre Joanne Woodward en 1953, alors qu'ils étaient tous deux doublures dans la pièce de Broadway Picnic. À l'époque, il était marié à Jackie Witt et père de 3 enfants. Woodward fréquentait des personnalités comme Gore Vidal et Marlon Brando. Leur attirance fut immédiate, mais reste d'abord platonique.
Newman a admis plus tard avoir été immédiatement séduit par elle. Elle était moderne et indépendante, tandis que lui était plus conservateur. Ce contraste la rendait d'autant plus fascinante à ses yeux. Leur relation prit un tournant en 1957, lorsqu'ils se retrouvèrent pour jouer ensemble dans The Long Hot Summer. À cette époque, le mariage de Newman battait de l'aile. Ses liens avec Woodward se renforcèrent et bientôt, ils ne purent plus ignorer ce qui se passait entre eux. En 1958, après avoir finalisé son divorce, Newman épousa Woodward lors d'une cérémonie à Las Vegas. Ils passèrent leur lune de miel en Angleterre avant de rentrer pour commencer leur vie commune. Malgré l'enthousiasme de leur nouveau mariage, Newman éprouvait de la culpabilité quant à la manière dont il avait géré son divorce. Il a admis plus tard ne pas l'avoir bien expliqué à ses enfants. Pourtant, son amour pour Woodward était immense. Il a même déclaré qu'elle avait fait naître en lui une créature sensuelle. Cette intensité a marqué leur mariage pour les 50 années suivantes. Rester ensemble pendant 5 décennies n'était pas une mince affaire, surtout à Hollywood. Leur amour était profond, mais leur mariage n'a pas été sans difficulté. Newman a un jour fait une remarque célèbre sur son engagement envers Woodward. Il a dit cela, mais cela laissait aussi entrevoir les tentations et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. L'une de ces difficultés était sa lutte contre l'alcoolisme. Un autre drame fut la perte tragique de son fils Scott en 1978. Scott mourut d'une overdose et le chagrin fut immense pour la famille. Leur fille, Melissa, raconta plus tard que ses parents s'étaient battus avec acharnement pour rester unis, même dans les moments les plus difficiles. Pour échapper à la pression d'Hollywood, Newman et Woodward s'installèrent dans le Connecticut. Ils aspiraient à une vie plus paisible pour leurs 3 filles. Newman faisait souvent l'éloge de Woodward, affirmant qu'elle était la raison pour laquelle ils gardaient les pieds sur terre. Tout en menant leur carrière respective, ils se sont toujours soutenus mutuellement. Cet équilibre est devenu l'un des piliers de leur relation. Leur vie professionnelle se chevauchait souvent. Ils ont collaboré sur 16 films, à commencer par The Long Hot Summer en 1958, qui traitait des dangers des médias et du pouvoir de la désinformation. Newman a incarné Gallagher, un homme luttant pour laver son nom, avec une intensité contenue. Sa performance lui valut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Puis vint le verdict en 1982. Newman incarnait Frank Galvin, un avocat sur le déclin en quête désespérée de rédemption. Galvin accepte une affaire de faute médicale et, pour la première fois depuis des années, il a l'occasion de faire ses preuves. Newman a su rendre chaque instant de son combat poignant. Il a su retranscrire le désespoir de Galvin, sa détermination et son lent retour à l'estime de soi. Le film a été nommé 5 fois aux Oscars, dont une nouvelle fois pour Newman. Il n'a pas remporté l'Oscar, mais sa performance reste l'une des plus marquantes de sa carrière. Pendant des années, Newman a été nommé aux Oscars sans jamais l'emporter. Il a été nommé 7 fois sans jamais gagner. En 1986, l'Académie lui décerna un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, comme si elle le tenait pour acquis. Mais dès l'année suivante, il remporta enfin la statuette. Dans La couleur de l'argent, 1986, il reprit son rôle du Fast Eddie Felson, qu'il tenait déjà dans L'Arnaqueur, 1961. 25 ans s'étaient écoulés depuis sa première interprétation du personnage, et Newman s'était assuré qu'Eddie avait évolué. Plus âgé, plus sage, il nourrissait toujours une ultime soif de gloire. Il prit sous son aile un jeune joueur de billard, incarné par Tom Cruise. Mais ce n'était pas qu'une histoire de mentorat. C'était une histoire de fierté, d'ambition, et de ce que signifie vieillir dans un monde en perpétuel mouvement. Newman a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1987.
C'était une victoire attendue depuis longtemps, non seulement pour ce rôle, mais pour tout ce qu'il avait apporté au cinéma. Même en vieillissant, Newman n'a jamais rien perdu de son talent. Dans Nobody's Fool, 1994, il incarnait Sully Sullivan, un homme à tout faire grincheux, mais attachant dans une petite ville. Sully était un homme rongé par les regrets, mais Newman lui insuffla humour et chaleur, faisant de lui l'un des personnages les plus attachants de sa carrière. À 69 ans, il livrait encore certaines de ses meilleures performances. Ce rôle lui valut une nouvelle nomination aux Oscars. Son dernier rôle en prise de vue réelle fut dans Les Sentiers de la Perdition, 2002. Il y incarnait John Rooney, un chef mafieux irlandais tiraillé entre sa loyauté et sa famille. Sa relation avec son fils adoptif, interprété par Tom Hanks, était au cœur du film. Rooney n'était pas un méchant traditionnel. C'était un homme déchiré entre l'amour et le devoir. Newman l'incarnait avec une autorité tranquille, conférant à chaque mot une profondeur et une intensité dramatique remarquables. Il avait 77 ans lorsqu'il reçut sa dernière nomination aux Oscars, dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Ce fut un adieu émouvant à une carrière de plus de 50 ans. Paul Newman était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, mais sa vie était loin d'être parfaite. Derrière son succès se cachaient des doutes, des difficultés en tant que père et une lutte acharnée contre l'alcool. Ses mémoires, La vie extraordinaire d'un homme ordinaire, ont révélé une facette de sa personnalité que peu connaissaient. Même ses proches furent bouleversés par ce qu'il avait gardé secret pendant tant d'années. Malgré son statut de légende, Newman n'a jamais cru en son véritable talent. Il se sentait comme un imposteur, persuadé que son physique lui avait ouvert des portes qu'il n'avait pas méritées. Il se décrivait comme anxieux et plein de doutes, craignant constamment que l'on se rende compte qu'il n'était pas aussi bon qu'on le pensait. Même après avoir joué dans L'Arnaqueur en 1961 et Butch Cassidy et le Kid en 1969, il ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment d'être un étranger. Son enfance avait profondément ancré en lui ses insécurités. Sa mère le traitait davantage comme un trophée que comme un fils, et son père, alcoolique, lui avait laissé des blessures qui ne s'étaient jamais complètement refermées. Sa seconde épouse, Joanne Woodward, l'a aidé à reprendre confiance en lui. Elle voyait en lui quelque chose qu'il ne voyait pas. Elle l'a encouragé à assumer son image de sex symbole, mais même cela n'a pas suffi à faire taire ses doutes. Il se demandait sans cesse si les gens l'admiraient pour son talent ou simplement pour son physique. Dans ses mémoires, il a clairement exprimé son désir de briser l'image idéalisée que l'on s'était forgée autour de lui. Il voulait que le monde entier sache qui il était vraiment. Ses difficultés n'étaient pas seulement d'ordre personnel. En tant que père, il avait le sentiment d'avoir échoué. Il avait 6 enfants, mais reconnaissait être souvent impatient, inconstant et absent. Le poids de cet échec le frappa de plein fouet en 1978, lorsque son fils Scott mourut d'une overdose à seulement 28 ans. Newman éprouvait une profonde culpabilité face aux difficultés rencontrées par Scott. Il se demandait si son propre succès n'avait pas rendu la vie plus difficile pour son fils. Scott a peut-être ressenti la pression de devoir être à la hauteur d'une voiture de 700 chevaux, mais la course fut brutale. Des pluies torrentielles avaient transformé la piste en un véritable champ de bataille. De nombreuses équipes peinaient à suivre le rythme, mais l'équipe de Newman a tenu bon. Ils ont bouclé 204,19 tours, terminant 2e au classement général et premier de leur catégorie. Un exploit remarquable, surtout pour quelqu'un qui a commencé la compétition si tard. Sa performance a fait sensation dans le monde du sport automobile. Il avait officiellement fait ses preuves sur la plus grande scène. Newman n'était pas seulement un grand pilote, il avait aussi le don de bâtir une équipe gagnante.
En 1983, il s'associe à Carl Haas pour créer l'écurie Newman Haas Racing. Celle-ci devient rapidement l'une des plus dominantes de l'histoire de l'IndyCar. Leur première saison est une véritable révélation. Mario Andretti remporte le championnat de karting de 1984, prouvant ainsi que l'écurie était une sérieuse prétendante au titre. En 1993, elle entra de nouveau dans l'histoire en recrutant Nigel Mansell, champion de Formule 1 en titre. Mansell remporte le championnat IndyCar la même année, un exploit inédit pour un pilote débutant. Pendant près de 30 ans, l'écurie Newman Haas Racing a remporté 108 courses et 8 championnats. Malgré le succès de sa carrière de pilote, Newman n'a jamais abandonné le cinéma. En 2006, il a décroché son dernier grand rôle au cinéma, prêtant sa voix à Doc Hudson dans le film d'animation Cars de Pixar. Le personnage, une voiture de course à la retraite au passé légendaire, était idéal. La Hudson Hornet de 1951 qui a inspiré Doc était célèbre pour sa domination lors des débuts de la NASCAR, et le rôle reflétait le propre parcours de Newman dans le monde de la course automobile. Il a adoré travailler sur ce projet, non seulement pour le lien avec la course, mais aussi pour le talent de conteur de Pixar. Le film connut un immense succès, rapportant 462 millions de dollars dans le monde. Newman prit sa retraite d'acteur en 2007, mais sa voix fut de nouveau entendue dans Cars 3, 2017, grâce à des enregistrements d'archives. À cette époque, sa santé déclinait. Il a parlé ouvertement du vieillissement, admettant « On commence à perdre la mémoire. On commence à perdre confiance en soi. On commence à perdre son esprit d'invention. » Ah, mais il n'a jamais perdu sa passion. Paul Newman était bien plus qu'une star hollywoodienne. C'était un homme qui a connu le triomphe et la défaite, transformant ses épreuves en quelque chose de plus grand. Il s'est éteint le 26 septembre 2008 à l'âge de 83 ans. Un cancer du poumon l'a emporté, mais dans ses derniers instants, il était chez lui à Westport, dans le Connecticut, entouré de sa femme, Joanne Woodward, qui l'a tenu dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Son nom restera à jamais associé à des films cultes comme Luke la main froide et L'Arnaqueur, mais son héritage dépasse largement le cadre de l'écran. Contrairement à beaucoup d'acteurs, il n'a jamais couru après la gloire. Il privilégiait la famille et l'engagement à la célébrité. Son mariage avec Joanne Woodward a duré 50 ans, une histoire d'amour rare à Hollywood. Ensemble, ils ont élevé 3 filles, Nell, Melissa et Claire. Newman avait également 3 enfants issus de son premier mariage avec Jacqueline Witt. Sa vie n'a pas été exempte de souffrance. En 1978, son fils, Scott, mourut d'une overdose. Ce deuil le bouleversa. Il s'en voulut, se demandant s'il aurait pu faire davantage. Au lieu de se laisser submerger par le chagrin, il a transformé sa douleur en action. Il a créé le Scott Newman Center, une organisation dédiée à aider les personnes souffrant de toxicomanie. Il parlait rarement de sa souffrance, mais ses actes témoignaient de la profondeur de son engagement. En 2007, Newman prit sa retraite d'acteur. Sa santé déclinait, mais il refusait la pitié. Lorsque des rumeurs circulèrent sur sa maladie, il les balaya d'un revers de main avec humour, affirmant qu'il était simplement soigné pour un pied d'athlète et une chute de cheveux. Même lorsque son corps s'est affaibli, son esprit est resté fort. Ses fils ont partagé des fragments de sa véritable personnalité. Melissa, l'une d'elles, a évoqué dans ses mémoires ses difficultés à s'estimer. Son enfance l'a marqué d'une manière dont il parlait rarement. Son père était distant et exigeant. Sa mère l'étouffait d'affection au point de le mettre mal à l'aise. Ses blessures d'enfance l'ont marqué, mais Newman a su aller de l'avant. Clea, une autre de ses filles, affirme que son véritable bonheur résidait dans son dévouement envers les autres.
Elle travaille aujourd'hui pour Serious Fun Children's Network, un réseau international de camps pour enfants atteints de maladies graves. Elle ressent souvent la présence de son père lors de ses visites, sachant que son travail continue d'influencer positivement des vies. L'une de ses plus grandes réussites fut Newman's Own, l'entreprise alimentaire qu'il a cofondée en 1982 avec l'écrivain A.E. Hotchner. Tout a commencé par un simple cadeau de Noël. Newman préparait une vinaigrette maison et en offrait des bouteilles à ses amis. L'accueil fut si enthousiaste qu'il décida de la commercialiser. Avec Hotchner, il investit $20